Bonjour, je vous propose une deuxième vidéo sur les mécanismes de défense pervers narcissiques ainsi que les moyens de s'en prémunir et de réaliser de l'anti-manipulation. Donc tout d'abord, il faut savoir que les mécanismes de défense pervers narcissiques, ce sont des mécanismes de manipulation chronique qui amènent de la perversion dans une relation. Ce sont des personnes qui ont une mauvaise image d'elles-mêmes et qui utilisent massivement ces phénomènes, qui sont deux phénomènes principaux, le clivage et le déni, pour faire porter le venin comme un scorpion qu'ils ont en eux aux autres et devenir eux-mêmes un lézard. Donc l'idée c'est que ils ont un vrai self et un faux self, cette scission du soi qui a été réalisée précocement dans l'enfance par des mécanismes traumatiques majeurs à amener la personne à croire que l'autre porte par des phénomènes de projection qu'on fait tous un petit peu mais pas de façon aussi massive, tous les tares que nous-mêmes nous portons, mais par contre elle ne voit jamais le mal qu'elle porte en soi, elle est dans un phénomène de déni et d'introjection, donc de prise des choses positives chez les autres pour elle. Par exemple, ça peut être quelqu'un qui euh, va utiliser enfin, qui va penser que les qualités des autres leur appartiennent. Par exemple, ils sont plus médecins que les médecins, plus avocats que les avocats, ils savent tout mieux faire et ils surévaluent toujours leur capacité d'être. Donc ils ont une vision, ils n'ont aucune notion de leurs limites de compétences, des limites de leurs compétences, pardon. Alors, les phénomènes d'identification projective, ce sont des phénomènes qui amènent à de la maltraitance de l'autre. Ça va aller d'une petite maltraitance parce qu'en fait, ils ont l'intuition que l'autre porte les défauts qu'il leur attribue. Mais souvent, ils sont assez mauvais dans cette identification des défauts de l'autre. On peut tous voir le défaut de quelqu'un, mais eux, finalement, ils sont tellement centrés sur leur faux self, centrés sur leur ego, qu'en fait, ils sont assez mauvais là-dessus. La seule intuition qui est assez bonne chez eux, c'est vraiment l'idée quand la personne va vouloir partir ou que la personne a compris les mécanismes de manipulation. Là, ils ont une intuition relativement bonne, qui est une intuition animale, mais le reste du temps, finalement, ils sont tellement pris par leur ego qu'ils se rendent même pas vraiment compte pardon, du fait qu'ils attribuent aux autres des défauts qu'ils portent en eux-mêmes. C'est comme les enfants disent, c'est celui qui dit qui est. Et ça, c'est assez notable chez ce genre de personnalité. On fait tous de la projection, on pense tous que l'autre vit exactement, enfin, que l'autre vit un petit peu ce qu'on vit aussi. C'est ce qui amène aussi à l'empathie. Mais eux, ils le font de façon massive. Et ils sont tellement capables d'aller loin dans leur phénomène projectif, dans l'injection de leur propre venin chez les autres, qu'ils sont capables d'aller sur de la maltraitance animale ou de la maltraitance infantile. Par exemple, l'histoire de la petite Amandine, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que sa mère, dès l'âge de 7-8 ans, elle a considéré qu'Amandine, c'était le mal incarné. Et elle l'a battue à mort. Elle l'a frappée, humiliée, fait faire le ménage seule dans la chambre et affamée, alors que cette petite fille n'avait que 8 ans. Quel enfant de 8 ans porte suffisamment de mal en soi pour mériter la punition à ce point? Ils utilisent le besoin de punir de sévèrement contre quelqu'un en lui attribuant tout le mal que la personne a. On retrouve les mêmes mécanismes dans des mécanismes de génocide ou de massacre de façon générale. Par ailleurs, ils ont également des phénomènes de déni. Les phénomènes de déni, ça s'explique par le fait que leur faux self est persuadé d'être quelqu'un de vraiment bon. Ils n'ont pas du tout la notion de ce qu'ils portent réellement en eux. Ils se pensent comme des gens très valeureux, des gens qui sont très empathes, et ils le pensent sincèrement. Ils ne voient pas que donc la mère d'Amandine, par exemple, n'a jamais accepté le fait qu'elle ait
qu'elle a été tortionnaire à ce point. À la fin du procès, elle a fini par dire oui, bon, elle a quand même fini par reconnaître partiellement les faits, mais jamais complètement. Donc ça, c'est vraiment... on fait tous un petit peu de déni parfois sur les choses qu'on a faites mal et qu'on a du mal à accepter d'avoir été aussi mauvais, mais ces personnes-là emploient massivement ces phénomènes. Paul Racamier, c'est un des premiers psychanalystes français, c'est le premier psychanalyste qui est français à avoir étudié ce phénomène de perversion, le phénomène de perversion de la personnalité qui peut s'appliquer à la sexualité, à l'identité, donc la perversion narcissique, ou ou à des objets, des chaussettes, des pieds, voilà, enfin bon. Alors, ça a été théorisé dans les années 90, mais il faut bien se rendre compte que, en fait, la grosse démocratisation du phénomène, c'est vraiment 2012, avec ensuite beaucoup d'auteurs, enfin, même peut-être un petit peu avant, qui avaient déjà étudié aussi après le phénomène, avec, donc, notamment, chez les Français, on a Madame Irigoyen ou Nazaraga. Alors, ces psychanalystes ont vraiment étudié le fait que ces personnes jouissent du contrôle de l'autre. Ils jouissent du fait d'agir sur le mensonge et sur la vérité. Ils savent pertinemment qu'ils ne racontent, enfin, ils manipulent la vérité, ils manipulent le mensonge à des fins de contrôle de l'autre. Et ces phénomènes de contrôle de l'autre, donc par le déni, donc par le gaslighting, par le fait d'embrumer la situation et de modifier a posteriori les preuves qui ont existé, ça fait que ces personnes-là se sentent, se sentent illégitimes et portent beaucoup de culpabilité, enfin les proies ou les victimes de ces phénomènes-là portent beaucoup de culpabilité parce que finalement on ne sait plus où est la vérité. Alors, donc, oui. Donc la mère perverse narcissique, elle va utiliser des phénomènes quasiment incestuels, en tout cas au moins oedipiens, donc c'est pas de l'inceste, c'est vraiment un climat incestuel avec ses fils, et avec ses filles, au contraire, elle va faire beaucoup plus de projections. À l'inverse, les hommes vont avoir plutôt tendance à jalouser leurs fils et au contraire à vouloir les diminuer et au contraire à avoir une relation plus oedipienne avec leurs filles. Donc oui, ces personnes ne laissent jamais de traces de ce qu'ils font ils demandent donc dans les schémas familiaux souvent, donc ce qu'on disait c'était la dernière fois qu'il y avait un golden child, un enfant roi, souvent un bouc émissaire et également des personnes qui étaient utilisées comme des messagers dans la famille. Souvent ils utilisent la loyauté familiale, mais bien sûr de façon quand même relativement unilatérale, avec des processus de harcèlement fusionnel. Donc ces personnes-là, elles sont soit en fusion avec vous, soit en rejet. Il n'y a pas de limite saine entre vous et l'autre. Voilà. Ça, on l'avait étudié à la précédente vidéo. Donc le problème, c'est que donc, quand on choisit un bouc émissaire, comme la mère de Amandine, en fait, on va réaliser un harcèlement sur elle, comme le principe du harcèlement scolaire. Et souvent, la personne qui est choisie pour être le bouc émissaire, ça va être soit quelqu'un de rebelle, soit quelqu'un qui est différent. Donc de rebelle, c'est qui remet en cause le système ou qui pourrait menacer le système. Et cette personne-là, on lui doit la mort psychique. Pourquoi ? Parce que elle pourrait faire éclater le système de l'intérieur. Donc il y a aussi voilà, soit quelqu'un de rebelle, soit quelqu'un de différent, soit quelqu'un qui a un petit peu trop confiance en lui ou qu'il faudrait casser ou qu'on jalouse, ou qui aussi a été capable, alors pas dans les familles, mais le fait d'avoir été le bouc émissaire dans une famille, on sait que c'est un gros facteur de risque d'être à nouveau le bouc émissaire dans sa vie. Parce qu'une fois qu'on l'a accepté d'être le bouc émissaire de quelqu'un, on réacceptera toujours ce statut-là.
Donc le but du jeu, bah, c'est la perpétuation du système, hein. C'est un système qui ne veut que sa survie. Et notre cerveau est assez mal fait parce qu'en fait, on a quelque chose d'assez préhistorique là-dedans. C'est que quand quelqu'un veut notre mort sociale, c'est tellement dangereux psychiquement et socialement pour nous, parce qu'en fait, ça induit notre survie, qu'on est capable de tout accepter pour se soumettre à ce système. Voilà. Alors, donc les mécanismes de manipulation, ben, donc ça va être toujours la même chose, ça va être le fait de faire par exemple des promesses, de créer une illusion, de créer quelque chose qui n'est pas vrai, mais que tout le monde veut bien se raconter. Ou que la victime, enfin la victime, pas forcément une victime, mais disons que la personne qui est soumise à l'emprise veut bien se raconter. Et dans ces cas-là, on va faire un renforcement aléatoire ou le principe de future faking, c'est-à-dire que en gros, on va faire croire que la situation, elle pourrait s'améliorer, ou alors on va donner de façon intermittente, on va créer un lien discontinu. Les phénomènes de projection qu'on a vus tout à l'heure, donc de projection négative, de croire que l'autre porte le venin qu'on a en nous-mêmes, font que ces gens-là vont être infidèles. Souvent, par exemple, ça va être des gens qui vont dire je sais que t'es infidèle et tout ça, alors qu'en fait c'est eux-mêmes qui le sont. Et ça, moi je l'ai déjà vu. Des gens qui vont vraiment nous prendre pour un local poubelle, c'est-à-dire que en gros c'est eux qui nous trompent, mais ils vont être persuadés que de façon presque convaincante que c'est nous qui les trompons. Euh, Ils en sont tellement rendus à un stade d'infidélité envers les autres aussi, enfin envers la personne qu'ils mettent sous emprise, qu'ils seraient capables d'aller confier des secrets intimes ou des choses de leur vie à des parfaits inconnus, mais jamais à vous. Par exemple, ils vont arrêter un traitement ou ils vont des choses importantes de la vie familiale, ils vont pas le confier à la personne qu'ils ont mis sous emprise, mais ils vont aller le confier au premier venu. Ça a déjà été vu aussi, je l'ai déjà vu moi. Donc ils ont une proportion à l'infidélité qui est vraiment majeure, bon, comme d'autres personnalités, notamment il y a les évitants affectifs sont aussi dans ce cas-là. En fait, vous ont déjà trouvé des remplaçants aussi. C'est un peu un des principes de l'infidélité, c'est que au cas où vous partiez ou au cas où la relation s'arrête, puisqu'ils savent très bien d'avance que la relation va s'arrêter, c'est-à-dire que vous vous battez comme un lion ou une lionne pour essayer de maintenir cette relation en se disant mais quand même il m'aime ou mais quand même la relation vaudrait le coup d'être sauvée. Faut savoir que eux, ils savent déjà que la relation elle est foutue et ils préparent d'avance leur, euh, nouvelle, euh, leur nouvelle stratégie. Tout ça, c'est vraiment animé par des pulsions quand même de mort, de vraiment, ils vont tuer vos désirs, vos besoins, ils vont vouloir contrôler votre vie. Et ça, c'est par des phénomènes de projection de leur vide intérieur, de leur vide intersidéral sur vous, de leur vrai self sur vous. En fait, ils vous font porter leur psychose, ils vous font porter leur mort psychique. Voilà, ça c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'ils vont même vouloir contrôler votre argent pour ne plus vous permettre de vous épanouir. L'argent, ça ne sert qu'à. Disons que si on a un rapport à l'argent qui est sain, en fait, l'argent ne sert qu'à s'épanouir, qu'à faire des projets, qu'à voyager, qu'à profiter avec sa famille de son argent. Eux, le contrôle de l'argent va... Donc soit ils vont être extrêmement, entre guillemets, généreux, parce que c'est pas de la générosité, mais ils vont vouloir, par exemple, vous,
vous achetez ou vous contrôlez avec de l'argent, ou au contraire, ils vont utiliser l'argent comme vraiment quelque chose pour vous appauvrir, pour vous empêcher de bouger, pour vous empêcher, pour vous fixer dans un point et vous empêcher d'avoir une vie sociale, par exemple. Donc on voit certains couples où carrément la personne n'a même plus le droit d'aller faire un restaurant avec ses amis, n'a plus le droit d'aller boire un verre. À chaque fois qu'il fait une dépense, c'est trop cher. Parfois même c'est son propre argent qui est contrôlé. C'est-à-dire que c'est la personne qui gagne de l'argent qui est quand même dans un phénomène d'emprise, et de ce phénomène d'emprise-là, il va se dégager le fait qu'elle ne puisse pas utiliser son propre argent. Donc, il y a aussi l'idée que par exemple, ils ne veulent rien partager, rien ne les intéresse. En fait, petit à petit, vous allez sombrer dans une déprime où en fait, les pulsions de vie, le désir, va juste mourir et vous êtes dans une telle dissonance cognitive, dans une telle injonction paradoxale, que dans un tel gaslighting, c'est-à-dire que vous êtes tellement perdu sur où est la vérité, où est le mensonge, où est leur poison du vôtre, où est leur, enfin, à qui appartiennent les poubelles qu'ils ont déversées sur vous, que vous pensez que vous êtes quelqu'un de mauvais. Et donc, du coup, vous allez finalement porter leur pulsion de mort. Mais eux, ils vont aller très bien, hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Il faut savoir que les personnes anxieuses affectivement vont avoir tendance en plus à avoir un phénomène d'amnésie traumatique. C'est-à-dire que ils vont beaucoup ruminer, beaucoup se dire mais à qui appartenaient ces poubelles quand même, c'est pas possible. Euh, et à se dire mais j'avais tout ce poison en moi. Et en fait, ces personnes-là vont juste passer leur temps à vous calquer aussi des vérités. Il faut savoir que quand quelqu'un vous calque une vérité pour votre bien, la personne va jamais vous dire ah mais toi t'es toujours manichéenne ou toi tu es toujours non. Alors là il y a vraiment un phénomène où la personne va être méchante, elle va juste vous calquer une vérité générale sur un phénomène isolé. Donc par exemple, elle va utiliser la méthode du tout ou rien, c'est-à-dire qu'une fois vous avez été égoïste, vous avez pensé à vous et finalement c'était peut-être un geste altruiste à ce jour-là parce que bah vous aviez pas envie de faire tel truc et vous lui avez dit non. Elle supporte pas le non parce que ces personnes-là ne supportent pas l'altérité, ne supportent pas qu'on puisse les contredire et donc cette personne-là, vous lui avez dit non. Elle va juste vous traiter d'égoïste de façon générale. Mais le mécanisme qui est mis en place, c'est j'ai pensé une fois à moi alors que j'ai fait des sacrifices toute ma vie, mais ce jour-là, à partir de ce jour-là, je suis quelqu'un d'égoïste à ses yeux. Et donc ça, c'est extrêmement destructeur parce que en fait, vous pouvez jamais dire non à cette personne sous prétexte que à partir du moment où vous vous opposez, vous subissez son rejet qui est extrêmement violent et des phénomènes de généralisation de un moment sur toute votre personnalité et toute votre vie. Alors, donc on voit que la relation est toxique quand le niveau de satisfaction de la relation est finalement assez bas, mais qu'il y a une distorsion avec le niveau d'attachement. On est comme ensorcelé. On a donc quand on a ces phénomènes-là, souvent il faut se demander si on n'a pas des phénomènes de répétition dans l'enfance, parce que ce sont des traumatismes d'attachement, en fait. Ce sont des traumatismes d'attachement, et d'ailleurs, souvent, ces gens-là pensent perdre une relation hyper importante pour eux, alors qu'on ne perd une relation qu'à la hauteur de l'investissement de la personne en face. Si vous vous investissez à 300%, mais que la personne en face de vous n'a rien à carrer de votre tête, vous ne perdez pas une relation importante, vous perdez une relation à la hauteur de la personne que la personne s'est investie. Si la personne utilise massivement des phénomènes de manipulation, de perversion narcissique, vous perdez une relation qui est investie à au moins 70% par des phénomènes de perversion narcissique. Donc vous ne perdez pas grand-chose, mais votre cerveau
va penser que il va ruminer, il va y avoir une amnésie traumatique, il va se souvenir que des bons moments, que des moments de love bombing, que des moments d'attention énormes, que des cycles hauts que la personne a joué avec vous, et elle va oublier tous les cycles bas, tous les moments où la personne a juste vidé son camion poubelle dans votre appartement. Donc, et ce phénomène de drogue psychique, il est joué par ces phénomènes de cycle. En fait, ça joue parfaitement sur les circuits dopaminergiques et sérotoninergiques. Et comme une drogue, on est addict à la hauteur de ce qu'une drogue ne nous donne pas. Et ben c'est la même chose. En fait, vous allez juste vous rendre compte que vous voulez juste être revivre ces phénomènes de shoot. Et même, le cerveau est tellement mal fait, entre guillemets, il est tellement fait pour la survie et non pas pour la qualité de vie, que en fait, vous allez accepter que rien que le fait de ne pas être le bouc émissaire, ça va vous faire une sécrétion de dopamine à la fin. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment un escalier vers le bas. C'est-à-dire que vraiment, la personne, elle va essayer de vous manipuler au point que votre cerveau vous jouera des tours à ce point. Alors, il faut juger, pour sortir de ces phénomènes de déni, de gaslighting ou de confusion mentale, pour sortir des distorsions cognitives, du fait de toutes ces injonctions paradoxales où eux, ils pensent être toujours les meilleurs et vous portez tous leurs mots. En fait, il faut juger uniquement sur les actes. Il faut bien comprendre l'incohérence que ces gens-là portent. En fait, ces gens-là, ils vont vous dire que ce sont les plus beaux, les plus forts, les plus cultivés. Et en fait, c'est partiellement vrai parce qu'ils vont tellement travailler sur leur faux self, ils vont tellement le nourrir d'introjections, de choses comme ça, que oui, ils ont des qualités. Ils ont des qualités narcissiques, ils savent se mettre en avant, ils ont un certain charisme, c'est indéniable. Ils savent exactement quel masque porter à quel moment. Mais par contre, vous verrez qu'il y a une grosse discordance entre les actes et leur réalité. Et qu'il faut essayer de arrêter de leurrer son propre cerveau. Alors, pour ça, il faut déjà être conscient que toutes les techniques anti-manipulatoires ne vont jamais permettre de améliorer la relation fondamentalement. Fondamentalement, la relation est vouée à rester au niveau que la personne investit. Si elle utilise des phénomènes de perversion narcissique, des mécanismes de perversion narcissique majeurs de façon massive, avec de la manipulation massive dans la relation, vous ne pourrez jamais être satisfait de la relation. Jamais. Vous allez juste être content d'arrêter d'être manipulé, mais vous allez toujours être en hypervigilance. Vous allez jamais pouvoir bénéficier d'une relation sereine et qualitative avec la personne. Jamais. Mais on va quand même étudier ces mécanismes qui font qu'on peut essayer de se prémunir au maximum de ces techniques de manipulation. La première technique, c'est la technique du galigri. C'est vraiment de rien laisser, de ne prendre aucune accroche, aucune perche, parce que ces gens-là ne se nourrissent que du conflit. Donc que vous soyez dans l'attaque ou dans la défense, ils vont juste être heureux d'avoir su susciter chez vous une réaction. Donc la technique du galigri, c'est vraiment je laisse la rivière me passer dessus et je suis lisse comme un galet. La deuxième technique, c'est de jamais être authentique. Paradoxalement, ce sont des gens qui sont extrêmement manipulables. En fait, s'ils tombent sur quelqu'un qui utilise de façon encore plus massive des phénomènes de perversion narcissique, ils sont complètement déboussolés. Donc, mais par contre, ils méprisent l'authenticité, mais ils savent que l'authenticité, c'est un grand outil pour eux pour vous manipuler. Si vous êtes quelqu'un d'authentique, vous serez une proie facile. Donc, il faut jamais donner son authenticité à tout le monde. Il faut d'abord vérifier qui est la personne, se laisser le temps d'apprécier la relation, se laisser le temps d'apprécier la personne, se laisser le temps de voir si elle n'utilise pas des masques, se laisser le temps de vraiment connaître la personne, vérifier s'il n'y a pas d'incohérence, et quand il y a un drapeau rouge, ne pas le négliger.
Jamais. Il faut toujours se dire, là il y a un drapeau rouge et c'est important. C'est pas une petite escarmouche sur le tableau et puis tout va bien. Non. C'est quelqu'un qui, par exemple, vient vous voir et vous dit du mal de quelqu'un d'autre, ou quelqu'un qui, on sent qu'il y a quelque chose de manipulateur, on sent que la personne est un peu trop dans le narcissisme, on sent que on sent qu'il n'y a pas une authenticité de dingue, ou en tout cas que c'est relativement... Enfin, parfois c'est quand même bien joué, donc c'est difficile ça. Voilà. Après, en tout cas, il faut essayer de démasquer au maximum les intentions de la personne et de voir à combien de pourcentage la personne utilise des phénomènes de perversion narcissique. Si cette personne les utilise massivement, il faut arrêter la relation. Ou en tout cas, il faut jamais être authentique avec cette personne-là. Il faut rester en soi-même, comme dans un château fort, et se dire je ne laisse pas, je ne baisse pas le pont-levis. Voilà. Alors après, on peut dire des phrases du genre, si la personne vous attaque et vous dit vous êtes toujours tu es toujours manichéenne, parce que vous avez eu un point de vue à un moment donné qui n'était pas le sien, parce que vous ne partagez pas 100% de ses idées. À ce moment-là, on peut lui répondre des phrases, tu as le droit de penser cela si ça te rassure. Avec ton système de valeurs, effectivement, on peut penser ça, ou de la questionner sur ses intentions. Par exemple, on peut lui dire, mais quelles sont tes intentions quand tu me dis ça? À quoi à quoi tu te réfères? Est-ce que tu peux me citer d'autres exemples où j'ai été manichéenne? Et en fait, d'essayer de la questionner sur ce qui l'amène à penser ça. Et en fait, vous allez comprendre son système de valeurs, mais ne pas vous remettre en question, ne pas accepter ses remarques. Parce que cette personne-là n'est pas bonne pour vous. On peut accepter les critiques de quelqu'un, il faut même se remettre en question, mais on ne peut pas se remettre en question avec tout le monde. Tout le monde ne peut pas fondamentalement questionner notre identité et nos valeurs. Voilà. Ça, c'est très important parce que sinon, en fait, on se sent vite déstabilisé. On se dit, ah oui, mais en plus de ça, c'est mon patron. Ah oui, mais en plus de ça, c'est ma mère. Ah oui, mais en plus de ça, c'est telle personne. Et donc, en fait, on va intrinsèquement absorber qu'on est quelqu'un de mauvais, ou quelqu'un qui agit mal, ou quelqu'un d'égoïste, ou quelqu'un de jaloux, ou quelqu'un... Alors qu'en fait, on ne l'est pas. On ne l'est pas. Et on le sait qu'on ne l'est pas, mais la personne va nous faire croire, va nous faire porter, parce que on a questionné, par exemple, une des grandes techniques, c'est la personne va susciter une réaction avec une action qui est mauvaise. Par exemple, il va vous provoquer ou vous mettre dans une situation qui est mauvaise, il va juger que votre réaction. C'est-à-dire qu'en fait, le point de vue va se focaliser sur la réaction, mais jamais sur ce qui a induit, sur le phénomène inducteur de la réaction. Donc, par exemple, vous allez être tout le temps humilié, vous allez être tout le temps rabaissé, on va tout le temps vous faire temporiser, on va tout le temps vous dire qu'on va contrôler, que la personne va contrôler son agenda et changer de plan à la dernière seconde. Mais si vous réagissez mal, on va vous traiter de grande folle parce que vous avez mal réagi par rapport à la situation induite. Et donc ça, il faut pas se laisser déstabiliser par ça, parce que la personne ne va jamais vouloir reconnaître ce qui a induit cette réaction. Ensuite, on peut aussi avoir mentalement une image refuge ou un endroit refuge. Par exemple, ça peut être son appartement, ça peut être une prairie, un lieu qu'on aime bien, une montagne. Certains préfèrent une pièce très fermée, d'autres une pièce beaucoup plus ouverte. Enfin, une pièce ou un endroit beaucoup plus ouvert, pardon. Et en fait, mentalement, se remettre dans son endroit refuge quand on se fait agresser. Très important. Voilà, essayer de se zipper émotionnellement, d'être fort,
d'avoir comme une combinaison. Mais encore une fois, tout ça ne permet pas d'avoir une bonne relation avec la personne. Ça ne permet que de survivre transitoirement à la relation et aux interactions sociales. Mais ça va pas vous... Alors, une des façons aussi, pour certains, ça va être de dire, je les contre-manipule. Du coup, je suis pas authentique, je joue la fausse, je leur donne ce qu'ils veulent, et comme ça, ils me laissent tranquille, et je masque mes intentions, et comme ça, je leur donne leur nourriture émotionnelle. Moi, j'avoue que cette technique-là, elle me coûte beaucoup. Après, c'est chacun qui voit, quoi. Voilà. Donc ça, c'était ce que j'avais à dire sur les techniques anti-manipulatoires et sur les mécanismes de perversion narcissique.